Une petite présentation peut-être du service accès au droit pour comprendre un peu l'environnement dans lequel nous travaillons. Donc, le service accès au droit est composé de, je n'avais pas fait ces comptes-là, de 25 personnes. Nous sommes 3 membres de l'encadrement, donc pour diriger et un peu orchestrer l'organisation du service. Nous avons 4 référents techniques qui ont donc une expertise vraiment particulière et qui accompagnent l'ensemble des collaborateurs dans des cas particuliers et qui assurent la maintenance de nos connaissances d'un point de vue réglementaire. Et ensuite, l'équipe de techniciens est composée de 19 personnes réparties sur la gestion de 3 processus distincts, donc la complémentaire santé solidaire, la gestion des bénéficiaires et l'action sanitaire et sociale. Je ne sais pas si c'est des processus qui sont globalement connus. Gestion des bénéficiaires, c'est le pan très large de l'assurance maladie qui va de l'ouverture des droits à la mise à jour du dossier de l'assuré tout au long de la vie de l'assuré, de la déclaration de la naissance, au déménagement, mutation entre caisses, enfin, voilà, tout ce qui va être le maintien d'avoir une base d'assurés très fiable et très à jour. Donc ce webinaire dédié à la complémentaire santé solidaire va être décomposé en 7 parties. Alors, ne prenez pas peur, c'est des parties qui sont relativement rapides pour certaines d'entre elles. Nous allons vous faire un petit rappel de contexte en premier lieu. Nous allons évidemment parler de qu'est-ce que la complémentaire santé solidaire, comme vous le voyez qu'on appelle C2S, pour aller un peu plus vite. Si jamais dans nos échanges, on a des acronymes qui sont un peu barbares, n'hésitez pas à nous poser la question dans le fil de discussion pour qu'on vous apporte un éclairage sur le sujet. On abordera ensuite les conditions d'attribution, le comment faire une demande de C2S, l'ouverture du droit, le renouvellement, et enfin nous aborderons quelques cas particuliers qui nous paraissent intéressants de revoir avec vous. Alors, sur le contexte, donc on vous rappelle que la complémentaire santé solidaire existe depuis novembre 2019 et elle est en fait le fruit de la fusion de l'ancienne CMU et de l'ACS, donc l'aide à la complémentaire santé. L'objectif de la mise en place de la C2S répondait d'abord à faciliter l'accès aux droits et aux soins, de limiter le non-recours, parce qu'on avait constaté que les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé souvent ne faisaient pas valoir leurs droits à cette aide. Et le dernier objectif est de diminuer le reste à charge sur les frais de santé. Donc avec ce dispositif, les assurés, dans la grande majorité des cas, n'auront pas à payer toutes leurs consultations médicales, les médicaments et les autres dispositifs médicaux qui vont graviter autour de leurs soins de santé. Donc en définitive, vraiment l'objectif principal est de réduire le renoncement aux droits et aux soins. Dans le Loir-et-Cher, sur des chiffres arrêtés à fin février 2023, nous avons presque 28 000 bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, ce qui représente 8,5% de la population totale du Loir-et-Cher. À l'intérieur de ce nombre de bénéficiaires, à peu près 80% d'entre eux bénéficient d'une C2S gratuite, 20% ont une C2S avec une participation financière. Alors, globalement, qu'est-ce que la complémentaire santé solidaire? C'est donc une aide pour payer les dépenses de santé et bénéficier d'autres avantages. Elle fait office de mutuelle, comme n'importe quel contrat privé qu'on pourrait souscrire. Il existe 2 types de C2S, donc la C2S gratuite et la C2S payante, mais à tarif modéré, limité à 1 € par jour et par personne. Dans le tableau qu'on trouvera à la page suivante, voilà, vous avez la répartition de la participation financière, donc qui est liée à l'âge de l'assuré, donc de 8 € pour les assurés de 29 ans ou moins, et limité à 30 € pour les personnes les plus âgées de 70 ans et plus. On a repris ce schéma qui vous explique la répartition du dispositif de remboursement de soins en prenant l'exemple d'une consultation chez le médecin généraliste, donc on considère à 25 €. La partie qu'on appelle part obligatoire remboursée par la sécurité sociale s'élève à 16,50 €. 7,50 € sont normalement remboursés par la part complémentaire, donc par la partie C2S en cas de bénéfice de cette aide. Et la participation forfaitaire sur une consultation s'élève à 1 € et les bénéficiaires de la C2S en sont exonérés. Donc globalement, les avantages de la complémentaire santé solidaire
sont la dispense de participation forfaitaire et de franchise médicale, la dispense d'avance de frais, donc par le tiers payant intégral, de normalement interdire les dépassements d'honoraires chez le médecin, même si on consulte un praticien qui, de manière classique, pratique un dépassement d'honoraires, dès lors qu'il a connaissance du bénéfice de la C2S, le médecin ne doit pas appliquer de dépassement d'honoraires si on est dans le cadre d'une consultation classique, évidemment. Et la C2S permet également d'avoir des tarifs réduits, notamment dans les transports. Donc voilà brièvement qu'est-ce que la C2S et quels en sont les principaux avantages. On va maintenant s'arrêter sur les conditions d'attribution. Alors, il y a quelques règles de base pour pouvoir bénéficier et prétendre à la C2S. En premier lieu, il faut bien sûr être affilié à l'assurance maladie. L'affiliation à l'assurance maladie s'organise dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous la PUMA, c'est la protection universelle maladie. On a fait un lien donc, que vous retrouverez dans le diaporama quand on vous le mettra à disposition. Ça vous renvoie vers la page Amélie sur laquelle vous pouvez retrouver tout un tas d'informations qui sont utiles à l'accompagnement des assurés que vous faites. De manière très schématique, pour pouvoir être affilié à l'assurance maladie, il y a deux critères. Soit un critère d'affiliation sur critère d'activité, c'est-à-dire que dès la première heure d'activité professionnelle, vous ouvrez automatiquement droit à l'assurance maladie. La deuxième condition pour pouvoir bénéficier des avantages de l'assurance maladie, c'est d'être affilié sur un critère de résidence. On entend là, par là une résidence qu'on appelle stable et régulière, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être en capacité de justifier de 3 mois de présence sur le territoire pour pouvoir bénéficier des droits à l'assurance maladie. Donc là, c'est les deux critères d'attribution indispensables à avoir au préalable avant toute demande de complémentaire santé solidaire. Donc, on voit avec certains d'entre vous, selon la nature des assurés que vous accompagnez, on a généralement les deux documents qui sont doublonnés, la demande d'ouverture de droit et la complémentaire santé solidaire. Autre critère déterminant pour pouvoir prétendre à une C2S, c'est évidemment un critère de ressources qui doivent être inférieurs à un plafond qui est révisé comme beaucoup d'aides des organismes de sécurité sociale ou autres, révisé tous les ans. Donc là, le plafond a également évolué au 1er avril. Donc, on a également fait un lien sur Amélie qui vous permettra de tomber directement sur le plafond de ressources et d'avoir comme ça une vue synthétique sur les limites de ressources à prendre en considération. Donc, on a le plafond en première colonne pour la complémentaire santé solidaire sans participation et en seconde colonne avec participation financière. Donc, tout ça va être dépendant et mis en relation avec le nombre de personnes au foyer. On voit pour les foyers au-delà de 4 personnes, un montant à rajouter par personne supplémentaire au foyer. Un petit peu au-dessus de ce tableau-là, vous avez également un lien vers un simulateur de droit, la C2S. En cliquant dessus, on vous demandera, donc on a fait le test en interne, voilà, en quelques clics, ça vous oriente vers France Connect, entre guillemets, de vous identifier, d'identifier la personne qui souhaite vérifier son éligibilité au dispositif C2S. Voilà. Donc, il y a différents types de prestations pour lesquelles on peut tester de son éligibilité. Et donc là, il vous suffit de vous identifier, de décrire la composition de votre foyer et par un système d'injection automatique de ressources déclarées par différents organismes, il se peut que vous ayez une réponse d'emblée si vous avez notamment des ressources qui sont connues et déclarées par un employeur, par le dispositif du DRM, qui est le dispositif de ressources mensuelles. Merci, de ressources mensuelles. L'ensemble des données relatives au salaire ou à la perception de certaines prestations sont collectées et redispatchées vers des organismes tels que les nôtres. Donc, ce simulateur est très utile et permet de vérifier en amont l'opportunité de faire une demande de C2S. Donc, par rapport aux critères, être affilié à l'assurance maladie, avoir des ressources inférieures à un certain montant. Et le dernier point, alors dans le cas où on fait une demande de renouvellement de C2S, pas dans la première demande, mais il faut donc être à jour du paiement de ses participations financières au cas où précédemment on était éligible à une C2S participative. Voilà, donc ça c'est actif depuis l'année dernière. Nous ne pouvons pas étudier un renouvellement de C2S si sur les 2 ans en arrière, l'assuré est redevable de certaines participations financières. Il faut qu'il y ait en tout cas eu un acte de la part de l'assuré
une discussion engagée avec la caisse primaire ou avec son organisme gestionnaire privé pour mettre en place un échéancier, pour demander une remise totale ou partielle des participations financières desquelles il doit s'acquitter. Il faut qu'il y ait une action de la part de l'assuré pour essayer de résoudre cette situation. Donc, on revient en arrière sur les 2 ans à venir. On sollicite les organismes privés si on voit que le contrat précédent a été interrompu de manière prématurée suite à un incident de paiement. Et on leur demande de nous assurer que les choses sont en cours de régularisation pour pouvoir étudier une demande de renouvellement. Dernier point sur lequel on voulait vous informer, c'est une aide spécifique qu'on appelle l'aide à la mutualisation. Dès lors qu'un assuré se voit un refus notifié pour dépassement de ressources, si les ressources de ce dernier sont supérieures au plafond de la C2S participative majoré de 16%, nous pouvons lui apporter une aide financière qui pourra venir en déduction d'un contrat privé, hors C2S, bien sûr, hein, hors C2S. Donc pour cela, il faut que ce soit une première demande de C2S et qu'au moment de la demande, l'assuré soit sans contrat ou ayant souscrit un contrat dans les 2 mois précédant la demande qu'il a faite. Donc, à l'instruction de la C2S par les équipes de notre service, ce contrôle est fait systématiquement, l'information est portée à la connaissance de l'assuré, charge à lui de revenir vers nous avec un document qui est joint au courrier sur lequel l'organisme gestionnaire qu'il a choisi et lui-même doivent signer, indiquer les dates du contrat pour lesquelles la souscription a été faite, et nous versons à l'organisme complémentaire un montant forfaitaire qui est déterminé. Donc, on a des différentes catégories par âge. Ça va de 75 € pour les moins de 16 ans jusqu'à un peu plus de 400 €, me semble-t-il, pour les plus âgés. Et donc, ça l'est en déduction. On le verse directement sur le compte de l'organisme gestionnaire de la complémentaire qui viendra déduire ce montant et donc alléger l'échéancier mensuel de l'assuré. Voilà pour cette partie. Alors ensuite, on va vous présenter comment faire une demande de complémentaire santé solidaire. Alors tout d'abord, une demande de complémentaire santé solidaire, il faut d'abord définir une notion de foyer. Donc un foyer, c'est une seule demande pour le foyer. Donc c'est le foyer, il est composé du demandeur, du conjoint, concubin, partenaire PACS et des enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge. Donc c'est important de ne faire qu'une seule demande pour l'ensemble du foyer. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des demandes pour le demandeur, une demande pour le conjoint. Non, on regroupe vraiment une seule et unique demande. Ensuite, comment faire la demande? Donc, avant de rentrer dans les détails, Aurélie a commencé à vous en parler du dispositif de ressources mensuelles. Donc, le dispositif de ressources mensuelles qu'on appelle chez nous le DRM, c'est une nouveauté qui a changé notre manière de faire dans le service l'année dernière, puisque ce dispositif il est alimenté mensuellement par les organismes de sécurité sociale, les organismes de retraite, les employeurs publics, privés, particuliers, Pôle emploi, qui transmettent donc des montants. Et nous, ce qui change pour nous, c'est que ces montants, ils sont directement plaqués dans notre fiche de calcul. Donc, du coup, ça allège aussi les pièces justificatives qu'on pouvait demander avant aux assurés. Donc, ça allège aussi au niveau du compte Amélie, parce que pour une demande qui est faite par compte Amélie aujourd'hui, le processus de demande en ligne fera appel directement à ce dispositif, à ce DRM, et ça va rapatrier directement les montants sans que l'assuré ait à saisir ces montants lui-même manuellement. Donc nous, ça a changé réellement les choses dans notre manière de faire, puisque ces saisies sont automatiquement plaquées dans notre système et on a pu aller les rechercher à droite, à gauche ou à demander aux assurés. Alors sinon, une demande, on peut la faire tout d'abord via son compte Amélie. On voulait vous présenter aujourd'hui un outil qui nous a été aussi récemment présenté et qui va être très, très, très utile pour l'accompagnement des assurés. Et nous, on va revoir aussi notre communication sortante par rapport à cet outil qui s'appelle Pastel. On aime beaucoup. Pastel parce qu'il y a une belle palette de couleurs. Donc Pastel, c'est répertorie toutes les démarches qu'un assuré peut faire via son compte Amélie
ou qui passe par son ordinateur ou par son smartphone. Donc, on va se concentrer sur la C2S, mais voilà, on va juste vous balayer. Il y a les cartes. Pour mes cartes, il y a commander une carte vitale Les attestations, ou commander ma carte européenne. Donc voilà. Pour les attestations, télécharger une attestation d'habilitation journalière, une attestation de droit. Donc, en fait, cet outil Pastel, donc nous, déjà, notre relation client communique aux assurés pour les guider. On peut communiquer ce lien qu'on vous a mis dans le PowerPoint pour pouvoir vous aider. C'est un pas à pas. Donc, pour la C2S, on va essayer de passer la vidéo. Donc, on va vous expliquer comment ça marche. Donc, pour la C2S, vous allez soit faire une demande de complémentaire santé et solidaire en ayant le RSA ou faire une demande de complémentaire santé et solidaire sans le RSA. Donc, directement, ça vous montre où est-ce que vous pouvez faire cette démarche. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire cette démarche en borne dans nos centres d'accueil, ce n'est pas possible. Vous pouvez la faire directement via l'ordinateur ou par smartphone. Vous avez ici comment faire sur Amélie Web. Donc, Amélie Web, c'est par l'ordinateur. Donc, ça vous met rubrique mes démarches, effectuer une démarche, faire une demande. Et quand vous cliquez ici, on ne va pas aller dans le détail parce qu'on va vous montrer après la vidéo. Mais vous avez un document et vous avez tout le pas à pas de la démarche à réaliser du coup via le compte Amélie. Donc c'est très guidant, c'est vraiment bien fait et on est très satisfait qu'ils aient mis ça en place parce que voilà, franchement, nous on va l'utiliser pour l'accompagnement des assurés. Donc, vous avez ensuite, c'est la même chose, comment faire l'application smartphone. Par smartphone, vous avez aussi le document et l'explication vidéo. Et Valérie, tu me dis si ça fonctionne. Donc, on va vous passer la vidéo, comment faire du coup une demande de C2S version ordinateur. Elle fonctionne. Avec le son. Avec le son. Vidéo muette. Ça monte.
Il n'y avait pas de son sur la vidéo. En fait, normalement, il y a juste une petite musique hein, de fond. Mais voilà, on voulait vous montrer pour chaque voilà, pour chaque démarche, il y a un pas à pas, que ce soit vidéo ou papier. Et alors, sur la démarche, il est indiqué que vous pouvez consulter via un compte Amélie les délais, car effectivement, nous, toutes les semaines, on saisit du coup via un outil qui télécharge directement sous Amélie nos délais de traitement, et ça permet aux assurés de pouvoir savoir, par exemple, s'il faut une demande aujourd'hui, dans combien de temps celle-ci sera traitée. Donc, ça permet quand même de pouvoir, c'est un moyen de repère pour eux. Et alors, pour les demandes qui sont réalisées via le compte Amélie, on voulait aussi préciser que c'est uniquement, au niveau du foyer, ce sont uniquement les bénéficiaires qui sont sur la carte vitale qui du coup apparaissent, qui sont rattachés. Ils sont spontanément présents. Voilà, c'est ça. Donc, il faut rajouter manuellement le conjoint ou des enfants qui ne se paient pas. C'est ça. Ensuite, vous pouvez du coup ne pas passer par le compte Amélie, et parce qu'on sait que des fois, voilà, au niveau accompagnement, c'est un public précaire qui n'a pas forcément de compte Amélie, et c'est difficile pour eux de pouvoir réaliser ces démarches. Vous pouvez bien sûr directement remplir le formulaire 37. Si je veux bien me mettre, hop, on vous a mis le lien à chaque fois. Hein. Donc 3711. Donc, vous trouvez qui peut directement être saisi hein, automatiquement. Vous pouvez, sur le document, saisir vos infos. Et on voulait en profiter. On voulait en profiter aussi pour vous montrer sur Amélie, parce que des fois, c'est que c'est pas évident de trouver des informations au niveau des formulaires quand vous êtes sur Amélie. Ça rame un petit peu, parce que comme je suis en partage d'écran en même temps. Donc,
quand vous êtes sur la page Amélie, si vous avez besoin de trouver un formulaire, tac. Vous avez du coup à droite formulaire. Et il suffit ici, alors soit vous connaissez le numéro du formulaire, mais bon, même nous, des fois, on s'y perd. Donc, vous saisissez juste le nom de votre demande. Donc là, je mets complémentaire santé solidaire. Et vous allez avoir directement le formulaire qu'on vous a montré. Voilà. Petite astuce pour retrouver facilement les formulaires. Et on n'oublie pas à chaque fois de nous joindre les pièces justificatives avec le formulaire que nous allons balayer de suite. Donc, sur les pièces justificatives, donc essentiellement l'avis d'imposition. Ok. Et puis toutes les pages. On fait beaucoup de retours parce qu'on a des copies d'avis d'imposition partielle. Alors, au niveau du formulaire, donc tout d'abord, on étudie le foyer. Donc, le foyer, c'est la première page du formulaire. Vous avez l'information du demandeur, nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, numéro allocataire CAF. Nous, c'est vrai que plus vous mettrez ces éléments-là, plus nous, ça nous permettra d'être plus guidants et de ne pas aller les chercher, et donc gagner du temps de traitement. Donc, cocher la situation familiale, information concernant le conjoint. Donc, pareil, les personnes à charge de moins de 25 ans, et cocher tout en bas si l'un des membres du foyer bénéficie d'une des aides indiquées. Ensuite, nous avons les ressources. Donc, les ressources, donc pareil, l'année dernière, on a été impacté par un changement réglementaire, puisque auparavant, en termes de période de référence, nous prenions les 12 derniers mois précédant la demande. Et donc, cette période de référence a été modifiée. Aujourd'hui, on a dit que les ressources perçues du 13e mois au 2e mois précédant la demande. Donc, en termes d'exemple, si on a une demande qui a été déposée le 18 février 2022, la période sera du 1er janvier 2021 au 31/12/2021. Donc, on sait que ce n'était pas évident, donc c'est vrai qu'avec les exemples, c'est mieux. Donc, nous aussi, au départ, on a dû s'adapter. Ensuite, il faut répondre à chaque question et indiquer les montants. Donc, si pas de ressources, il faudra mettre 0. Alors, on a une problématique parce que le formulaire, là, c'est tout récent aussi. Il a été modifié la semaine dernière, même le formulaire via Amélie. Et du coup, la Caisse nationale d'assurance maladie a retiré au niveau du formulaire les salaires. Ce qui nous pose là des problématiques, puisque le DRM, qu'on vous a présenté tout à l'heure, du coup, pour les numéros provisoires ou les numéros d'identification d'attente, il n'y a pas ce plaquage de ressources qui est fait. Donc là, les assurés qui sont concernés, s'ils ne nous mettent pas les bulletins de salaire, si on n'a plus cette case de bulletin de salaire, nous, on va devoir faire un retour aux assurés et du coup, leur demander leurs éléments de salaire. Nous allons faire remonter, parce que là, aujourd'hui, c'est une problématique qu'on vient de remarquer là en début de semaine, parce que là, on a déjà des retours où on met ces ressources-là dans les travailleurs indépendants. Donc voilà, donc il faut qu'on remonte cette problématique rapidement pour éviter de faire trop de retours et pour demander tous les bulletins de salaire. Et donc, ce formulaire, il a valeur d'attestation sur l'honneur. On ne complète pas toute la partie pour les bénéficiaires du RSA. Et dans autres ressources, vous avez toujours une case autres ressources où là, vous indiquez les aides éventuelles. C'est bon. Ensuite, nous avons la partie choix de mutuelle. Donc, il est guidant, ça permet du coup de savoir, je ne vais pas le reprendre totalement, si vous avez ou non un organisme complémentaire. Alors, la différence, si on choisit, ça on va le rappeler, un organisme complémentaire privé, ou si on choisit nous, ce qu'on appelle l'État, donc la CEPAM, en termes de renouvellement. Si un assuré, du coup, il n'est pas renouvelé pour X raisons, parce que sa situation elle a changé, donc du coup, voilà, il ne peut plus bénéficier de la C2S.
Du coup, s'il a choisi la CPAM comme gestionnaire, il ne pourra pas bénéficier d'un contrat de sortie. Donc, alors que s'il avait choisi un organisme privé, du coup, il aurait pu bénéficier de ce contrat de sortie qui assure des garanties minimales. Donc, par exemple, une prise en charge de ticket modérateur, une prise en charge de 100% santé durant une période d'1 an. Donc, c'est ça la différence entre je choisis un organisme complémentaire privé ou je choisis un organisme complémentaire État CPAM. On vous a mis du coup en lien ici les organismes complémentaires. Donc, vous allez arriver sur une page Internet. Vous choisissez votre département. Vous avez dû taper 41. Non, on peut taper 41 normalement. Hop, vous faites rechercher. Tac. Et vous avez la liste de tous les organismes gestionnaires de la C2S avec leur adresse, leur email, etc. Ce qui est indiqué, ce sont les sièges sociaux. Donc, ce ne sont pas forcément que des agences qui vont être disponibles sur le département. Alors, un assuré qui choisit un organisme complémentaire privé, autre que l'État, si par la suite il a une problématique avec sa C2S, etc. Alors, nous, on instruit la C2S, on vous présentera après comment on fait, et du coup, nos liens avec les organismes complémentaires privés. Mais si, en cas de réclamation ou s'il a une problématique, nous, on ne pourra pas gérer. Ça sera vraiment à lui de contacter l'organisme complémentaire. Ça arrive qu'on ait des demandes. Et nous, c'est vrai que malheureusement, alors on essaie de contacter l'organisme complémentaire, mais nous n'avons qu'une messagerie. Donc, c'est compliqué. Donc voilà, du coup, nous, on essaie de faire la première démarche s'il y a une réclamation, d'aller vers l'organisme complémentaire pour recontacter l'assuré, mais on ne pourra pas faire plus. Ensuite, on voulait vous préciser, du coup, si l'assuré nous adresse une première demande de complémentaire santé solidaire et qu'il a déjà, du coup, une complémentaire en cours et qu'avec une mutuelle qui est conventionnée C2S, il devra la conserver obligatoirement pour la première année. Il ne pourra pas changer. Si cette même assurée n'a aucun organisme complémentaire, on lui mettra automatiquement l'État, donc la CPAM. Voilà. Et si un assuré avait du coup déjà une complémentaire santé mais qui n'est pas conventionné, du coup il faudra qu'il change et qu'il choisisse un organisme complémentaire conventionné. Ensuite, pour la dernière page, du coup, c'est à compléter uniquement si le choix se porte sur un organisme de la liste. Il faut mentionner tous les membres du foyer ayant désigné le même organisme. Ensuite, en dessous, au niveau de vos coordonnées, il faut indiquer les coordonnées de l'interlocuteur et ne pas oublier de dater et signer la demande. Cet élément-là sera transmis à l'organisme gestionnaire. C'est pour ça qu'il faut impérativement qu'il soit bien complété. Et on a des retours parfois parce que des informations, téléphone ou adresse, sont manquantes ou incomplètes. Les organismes privés tiennent vraiment à avoir un formulaire rempli à 100%. En pièce justificative, donc l'avis d'imposition ou l'avis de situation déclarative à l'impôt, qu'on appelle l'ASDIR, et l'avis de taxe d'habitation et de taxe foncière pour les personnes ayant des biens non loués. Il faut joindre, c'est important, des copies visibles de toutes les pages et documents, qu'elles soient nettes, parce que c'est vrai que nous, ça passe dans un scanner, et des fois, la lisibilité, elle est à revoir, et ça nous arrive de faire des relances pour avoir des copies bien nettes qui passent bien et sur lesquelles on voit bien toutes les infos. Alors, une fois la demande effectuée, on va vous présenter, alors, tout est très schématique, pour vous expliquer le circuit et les chaînes d'information entre l'assuré, la caisse primaire et l'organisme gestionnaire privé en cas de besoin.
Donc, en première intention, pour toute réponse, la caisse primaire envoie sa réponse à l'assuré, soit par mail si l'assuré a un compte Amélie ouvert, soit par courrier. Voilà. Le premier canal détecté sera le mail si dans les bases on voit qu'un compte Amélie a été ouvert, même s'il n'est pas très actif, c'est le canal vers lequel sera orienté le courrier adressé. À réception de l'attestation et de la réponse, il faut bien évidemment mettre la carte vitale à jour. Ça, on le reprécisera plus loin parce que c'est vraiment une démarche obligatoire à faire par l'assuré. Alors, ce premier schéma récapitulatif, on est dans le cas de figure d'un assuré qui a le droit à une C2S sans participation financière. Donc, la première étape, bien évidemment, c'est la formulation de la demande de la C2S et la précision du choix du gestionnaire, donc CEPAM, État ou organisme privé. Sécurité sociale, donc la caisse primaire étudie la demande. En cas d'accord, une attestation de droit est envoyée au foyer demandeur, l'invitant donc pour accuser réception, l'informer de l'ouverture de ses droits pour une durée d'1 an et l'invitant à mettre à jour la carte vitale. L'ouverture des droits se fera au premier jour du mois qui suit la date de décision de la caisse primaire. En parallèle, si l'organisme gestionnaire choisi est un organisme privé, elle sera informée par la caisse primaire par des échanges informatiques. C'est le cas le plus simple. Deuxième cas de figure, le demandeur est éligible à une C2S participative et il a choisi la caisse primaire comme organisme gestionnaire. Première étape, on ne revient pas dessus, il faut évidemment formuler une demande, dater, signer, choisir son gestionnaire. Nous étudions la demande. En cas d'accord, nous adressons une notification au demandeur, accompagnée d'un bulletin d'adhésion et d'une autorisation de prélèvement. Ce bulletin d'adhésion doit nous être retourné, daté, complété, signé, ainsi que l'autorisation de prélèvement. La durée de validité du bulletin d'adhésion est limitée à 3 mois. Au-delà de ce délai, on repart sur un processus complet de dépôt de demande de C2S. Voilà, on revient au point de départ. Une fois ce bulletin d'adhésion et ces autorisations de prélèvement réceptionnées, nous allons l'enregistrer. Pour le faire, on travaille de concert avec le service comptabilité qui gère la gestion des échéanciers. La notification de droit est adressée au demandeur, l'invitant une nouvelle fois à mettre à jour sa carte vitale. L'ouverture du droit se fera au premier jour du mois qui suit l'enregistrement du bulletin d'adhésion et non pas de l'accord signalé au départ. Il faut vraiment qu'on ait en notre possession bulletin d'adhésion daté, signé, complété, ainsi que les autorisations de prélèvement. Et ce n'est qu'au premier jour du mois suivant que l'ouverture de droit à la C2S se met en place. Ce contrat C2S avec organisme gestionnaire CEPAM, en cas de prélèvement, les prélèvements se font tous les 8 du mois. On a régulièrement des sollicitations pour nous demander de décaler plutôt vers le 12, vers le 15. C'est quelque chose qui est figé complètement d'un point de vue national. On a fait plusieurs signalements pour indiquer qu'on avait régulièrement des sollicitations d'assurés pour changer ou pour au moins avoir le choix entre 2 dates, comme ça peut être fait dans d'autres organismes gestionnaires. C'est une date qui a été figée, arrêtée, sur laquelle nous n'avons absolument pas la main. Voilà. Je reviens juste sur un élément. Le bulletin d'adhésion a une durée de validité de 3 mois. C'est indiqué sur le bulletin d'adhésion. Par contre, on invite forcément les assurés à le retourner le plus vite possible, notamment en cas de renouvellement, parce que même si le bulletin est envoyé dans le délai des 3 mois impartis, s'il y a une rupture entre la fin du contrat précédent et la réception du nouveau bulletin d'adhésion, l'assuré risque d'être en rupture de droit si le temps indique un décalage trop important. Dernier schéma récapitulatif, le cas d'un accord de C2S participative avec un choix d'organisme gestionnaire qui est une OC privée. La demande est formulée, nous l'étudions, nous notifions l'accord à l'assuré et notre intervention se limite là dans un premier temps. Nous adressons à l'organisme gestionnaire privé le CERFA, ce qu'a vous montré tout à l'heure, la page 4 avec les éléments du foyer. Et c'est l'organisme gestionnaire qui va adresser un bulletin d'adhésion et une autorisation de prélèvement au foyer demandeur. Forcément, il faut que
l'autorisation de prélèvement se fasse sur leur compte à eux. Donc, c'est eux qui gèrent toute cette partie-là. L'assuré, pareil, remplit, complète les documents qu'il retourne à son organisme gestionnaire. Il fera un retour vers l'assuré et en parallèle, nous envoie un flux informatique nous indiquant la date d'ouverture des droits. À la réception de ces flux informatiques, une attestation de droit est envoyée de notre part à l'assuré. Donc là, c'est des circuits qui se font essentiellement par flux informatique, plutôt bien rodés. Et c'est souvent sur cette partie-là, comme le disais tout à l'heure, qu'il y a un peu une confusion sur qui est mon interlocuteur de la part des assurés. Et en première intention, ils ont le réflexe de venir vers la caisse primaire en se disant « la C2S, c'est vous qui finalement m'avez notifié l'accord, donc je reviens vers vous pour la gestion et tous les cas problématiques qu'on peut avoir. » Mais si nous ne sommes pas gestionnaires de la C2S, on notifie un droit, on envoie une attestation, mais notre intervention s'arrête vraiment à ce stade-là. Voilà pour ces schémas récapitulatifs et les différentes interventions des uns et des autres. En synthèse, une fois que la C2S est mise en place, l'assuré reçoit systématiquement une attestation de droit complémentaire santé solidaire qui indique la durée de validité, date de début de contrat, fin de contrat. À sa charge, il doit mettre à jour la carte vitale. C'est vraiment une intervention uniquement de sa part pour plaquer son nouveau droit à la C2S sur la carte vitale. Certains professionnels de santé demandent, au-delà de la carte vitale, une attestation de droit. C'est rare, mais ça peut arriver, notamment dans le cas d'hospitalisation, par exemple. Donc, les attestations de droit sont disponibles sur le compte Amélie. Vous pouvez les télécharger voilà, de votre compte. Dans l'outil Pastel, vous trouvez la démarche pour y accéder. Et certains médecins acceptent également de le consulter en vision numérique ou par un transfert d'informations. En tout cas, tous ces éléments-là, dès lors que vous avez un compte Amélie, sont disponibles et vous êtes complètement autonome pour en gérer la mise à disposition. Un petit focus sur l'intégration d'un majeur en cours de droit. C'était précédemment une démarche qui ne nous était pas permise et qui a suscité de nombreuses réclamations de la part des assurés, on peut le comprendre. Dans le cas où le foyer change en cours de période, il se peut par exemple qu'un nouveau conjoint intègre un foyer, un conjoint qui n'a pas de droit à une complémentaire. Il n'était précédemment pas possible de remanier les cartes sur ce sujet-là. Maintenant, dès que la composition du foyer évolue, une nouvelle demande peut être déposée sans attendre la fin du droit. Les conditions sont étudiées pour ce nouveau foyer. Si le nouveau foyer remplit les conditions pour avoir une C2S, qu'elle soit participative ou payante, une nouvelle période de 12 mois est ouverte à la date de l'étude, sans pour autant attendre la fin du droit précédent. Si jamais le foyer ne remplit pas les conditions, ils gardent malgré tout le bénéfice de leur droit qui était encore en cours jusqu'à la date d'échéance normale. Donc là, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour tous nos assurés qui ont des situations de vie voilà, qui peuvent évoluer forcément au cours d'une année. Donc nous adaptons et on arrive à réagir à ces évolutions de composition de foyer. Juste pour rappel, on ne vous l'a pas marqué dans le diaporama, mais ce sont des rappels sur des choses qui existaient déjà. Dans le cas de l'intégration d'un mineur en cours de période, alors soit pour une naissance, soit pour un mineur qui rejoint le foyer pour X raisons, il pourra bénéficier dès lors de son retour au foyer du droit C2S en cours, qu'il soit gratuit ou payant, sans participation. Donc voilà, les mois qui restent à échoir sur le contrat lui seront automatiquement plaqués sur son droit assurance maladie. Si c'est un majeur de moins de 25 ans, on vous le reprécisera bien dans les supports, qui rejoint le foyer, un étudiant qui était parti voilà, et qui réintègre le domicile parental, il pourra bénéficier de la fin de droit, par contre, en s'acquittant de la participation financière, si sa famille est éligible à une C2S participative. Il faut en informer la caisse primaire. Le service comptabilité recalcule un échéancier et met en place une nouvelle autorisation de prélèvement. Voilà pour cette partie intégration d'un nouveau membre au foyer. Ensuite, on a voulu vous faire un petit focus rapide sur le renouvellement.
car il est important d'éviter la rupture de droit. Donc, quand faire sa demande de renouvellement, la C2S doit être renouvelée chaque année. Le renouvellement, on va vous en parler un peu plus tard à la fin du diaporama, il est automatique pour les bénéficiaires du RSA ou de l'ASPA, donc les bénéficiaires d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Donc, pour un dossier de renouvellement de C2S sans participation financière, il faut réaliser la demande 2 mois avant la fin du droit. Pour les dossiers de renouvellement C2S avec participation financière, au plus tôt 4 mois, au plus tard 2 mois avant la fin du droit. Si ça arrive au-delà des 2 mois, évidemment, on étudie la demande de renouvellement, mais avec le risque qu'on évoquait tout à l'heure d'être un peu court en termes de délai sur l'échange de données, de formulaires, de bulletins d'adhésion et autres qui pourraient mettre en péril la continuité du droit. Donc, bien sûr, on étudie au cas par cas ces situations. C'est vrai que des fois, ça se joue à quelques jours près. Et voilà, ça nous arrive, bien sûr, d'éviter la rupture de droit et d'accorder, donc de manière exceptionnelle, si on voit que l'assuré a bien fait ses démarches ou a été à l'accueil, voilà, on voit qu'il a été de bonne foi, bah, du coup, on va éviter la rupture de droit. Alors, pour les dossiers de renouvellement de C2S avec participation financière, pareil, on a une mesure de simplification des renouvellements qui a été mise en place. Il n'est plus nécessaire pour le bénéficiaire de retourner le bulletin d'adhésion et le mandat de prélèvement si les 4 conditions ci-dessous sont remplies. Donc déjà, si le montant annuel de la participation financière du foyer n'a pas évolué par rapport au tableau qu'on vous montrait au départ, si ce montant n'a pas évolué, avec les autres conditions cumulatives, on pourra simplifier la démarche. Si le bénéficiaire n'a pas changé d'organisme gestionnaire, si l'assuré est à jour de ses cotisations, bien sûr, parce que si l'assuré n'a pas réglé ses cotisations ou autres, on ne pourra pas mettre en place cette simplification. Et si le moyen de paiement reste le prélèvement, parce que bien sûr, si l'assuré ne veut plus être en prélèvement, on ne pourra pas accepter. Donc, si ces 4 conditions sont cumulatives, sont présentes, on pourra du coup appliquer cette mesure de simplification. Donc, c'est mieux, c'est bien. Ensuite, nous avons voulu vous faire un petit focus sur des cas particuliers, des demandes que nous pouvons avoir de votre part. Alors, tout d'abord, sur les assurés qui ont moins de 25 ans. Donc, déjà, la question qu'on se pose, c'est avez-vous un enfant? Oui. Dans ces cas-là, l'assuré peut faire sa demande autonome. Seules ses ressources seront prises en compte. Si l'assuré de moins de 25 ans n'a pas d'enfant, du coup, il y a 3 questions qu'il faut se poser. Est-ce que cette personne habite encore chez ses parents? Est-ce que, du coup, cette personne est sur la déclaration fiscale de ses parents? Est-ce que, du coup, elle perçoit une pension alimentaire avec de ses parents? Si la personne a répondu non à ces 3 affirmations, elle peut donc déposer une demande autonome. En revanche, si elle a répondu oui à au moins une de ces questions, et si du coup l'assuré est étudiant et bénéficiaire d'une aide d'urgence annuelle délivrée par le Crous, dans ces cas-là, pareil, elle pourra faire une demande autonome. En revanche, si la personne a répondu oui à au moins une de ces affirmations et qu'elle n'est pas bénéficiaire d'une aide d'urgence annuelle délivrée par le Crous, du coup, il faudra qu'elle fasse sa demande avec ses parents. On a trouvé que ce schéma il était assez récapitulatif, donc il pourrait aussi vous aider dans la compréhension pour les assurés de moins de 25 ans. Ensuite, on a voulu vous faire un petit focus sur les bénéficiaires du RSA et de l'ASPA. Donc, le droit à la complémentaire santé solidaire sans participation financière est attribué aux bénéficiaires du RSA sans examen de conditions de ressources. La complémentaire santé solidaire commence le 1er jour du mois du dépôt de la demande. Dans le cadre du renouvellement automatique. Alors, on dit renouvellement automatique, bien sûr, pour les assurés. Nous, chaque mois, on reçoit un fichier avec, du coup, les personnes concernées.
Et nous devons faire un traitement manuel, du coup, pour chaque personne. Donc, nous avons des fichiers qui peuvent atteindre 600, 700, même plus, parce que voilà. Donc, plusieurs, ça dépend des mois. Voilà. Mais c'est un traitement manuel pour nous. Donc, automatique version assurée, mais traitement manuel pour nous. Donc, du coup, ce fichier, il identifie les allocataires du RSA dont les droits à la complémentaire santé solidaire arrivent à échéance. Quelque chose qui est important de préciser, parce on peut avoir des réclamations d'assurés qui nous disent j'ai pas eu mon renouvellement, etc. Si le foyer a évolué, donc si par exemple il y a une naissance dans le foyer, la demande devra être déposée, elle ne se fera pas de manière automatique. Donc ça, on a plusieurs réclamations d'assurés à ce sujet-là, donc on préfère le préciser, nous ça ne fera pas partie du fichier, donc dans ces cas-là, on devra le traiter, la personne devra nous déposer une nouvelle demande. On a mis 2 fois les pour les allocataires de l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, le droit à la complémentaire santé solidaire avec participation financière est automatiquement renouvelé. Donc pareil, on reçoit des fichiers aussi, donc on a 2 canaux d'entrée. Nous, c'est pas automatique pour nous puisque c'est du traitement manuel. Il y a des conditions, il faut qu'il y ait un contrat de C2S qui soit en cours. Il ne faut pas qu'il y ait de fermeture de droits précédents. Et pareil que pour les allocataires du RSA, il ne faut pas qu'il y ait de modification dans la composition du foyer. Sinon, ces demandes ne feront pas partie de nos fichiers et la personne devra faire sa demande papier ou par Amélie. Ou, voilà. Par Amélie en premier. Troisième cas particulier, la rétroactivité de la C2S. Jusqu'à présent, c'était possible uniquement, alors sous certaines conditions bien sûr, mais uniquement dans le cas de C2S sans participation financière. Cette rétroactivité est maintenant possible à tous les cas de figure de la C2S, gratuite ou payante. C'est-à-dire qu'en cas d'hospitalisation, la rétroactivité peut remonter jusqu'à 2 mois, à condition, donc comme précédemment, que la demande soit déposée dans les 2 mois qui suivent la date d'entrée dans l'établissement et que l'assuré, au moment de la demande, soit toujours hospitalisé ou sorti depuis moins d'1 mois. Si les conditions sont remplies, le contrat prendra effet au premier jour du mois de l'hospitalisation et cette nouvelle date de point de départ sera plaquée sur l'ensemble des droits du foyer. Donc tout le monde se verra ses dates de contrat modifiées, avancées, pour se caler sur une nouvelle période de 12 mois. Et la comptabilité chez nous adressera un nouvel échéancier sur lesquels les échéances seront lissées sur la période qui reste à couvrir de cette nouvelle période de C2S. Voilà. Une fois cette rétroactivité faite, il faut bien sûr remettre à jour la carte vitale parce que les droits C2S précédents ne sont plus les mêmes en termes de temporalité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À titre d'information, dans le service accès aux droits, nous avons la dimension action sanitaire et sociale. Ça nous arrivait de pouvoir participer financièrement à certains restes à charge, forfaits hospitaliers pour des assurés qui étaient justement en transit un peu entre deux contrats de C2S. Donc du coup, si maintenant toutes les démarches sont faites en temps et en heure et en respectant ces conditions, elles peuvent être intégrées dans la prise en charge C2S complète. Et le dernier point particulier qu'on souhaitait mettre à votre connaissance, c'est le droit au renoncement de la C2S. Donc, valable depuis le 1er juin, tout bénéficiaire de la C2S peut mettre fin à sa complémentaire, qu'elle soit gratuite ou participative, quelle que soit la date du début de contrat, sans attendre l'expiration forcément, et sans devoir motiver sa demande. Une simple information faite à l'assurance maladie suffira à mettre fin au contrat C2S de la personne qui demande. Ça peut être valable pour une partie seulement du foyer ou l'ensemble du foyer, voilà, vraiment au libre choix des personnes qui nous en font la demande. Et l'interruption sera prise en compte à compter du 1er jour du mois qui suit la réception de la demande formulée par les assurés.